En Afrique, il est presque impossible de boire un soda ou une bière sans donner son argent à une seule et même famille française. Dans des bars de Kinshasa, de Douala ou d'Abidjan, les mêmes étiquettes reviennent encore et encore. Derrière ces milliers de bouteilles, il n'y a pas de hasard, mais un système bâti patiemment depuis des décennies. Aujourd'hui, on découvre ce système. Cet homme de 97 ans possède probablement une partie de votre frigo, mais vous ne le connaissez même pas. Pourtant, si je vous montre ça, là c'est tout de suite plus simple. Son nom c'est Pierre Castel. Et ici, on raconte l'histoire de son entreprise. Nous sommes à Bordeaux dans les années 50. La famille Castel n'appartient pas à la noblesse du vin, ce sont juste de simples négociants. Ils achètent du vin en vrac, le mettent en bouteille et le vendent à petit prix. C'est un métier de volume où les marges sont ridicules et la concurrence locale est féroce. Pierre Castel, le fondateur, comprend très vite que s'il reste en France à se battre pour des centimes contre des dynasties installées depuis des siècles, il court à sa perte. Il se dit qu'il doit donc trouver un terrain vierge où les règles du jeu ne sont pas encore écrites et là où plus personne n'ose. Au moment des indépendances dans les années 60, la plupart des investisseurs occidentaux fuient l'Afrique ou rapatrient leurs capitaux effrayés par l'instabilité politique. Pierre Castel, lui, fait l'inverse. Il regarde la carte et voit une anomalie. À l'époque, en Afrique centrale, la bière est importée. Elle arrive par bateau d'Europe ou du Cameroun. Elle est chère, souvent chaude et les stocks sont aléatoires. Pourtant, la demande est là. Le maquis, le bar, c'est le lieu social par excellence. Castel identifie un besoin mal servi. Il prend un avion pour Libreville au Gabon où il va rencontrer le futur président Léon Mba. L'offre de Castel est d'une simplicité redoutable. Il ne vient pas juste vendre du vin, il vient proposer une industrie. Il lui dit en substance: Monsieur le Président, pourquoi dépenser vos devises pour importer de la bière? Laissez-moi construire une brasserie ici, je crée des emplois, vous avez votre bière nationale et l'argent reste au pays. C'est un argument irrésistible pour un jeune État qui veut affirmer sa souveraineté. Mais Castel n'est pas un philanthrope. En échange de cet investissement risqué, il demande des garanties. Il veut des terrains, des avantages fiscaux et surtout une protection du marché contre les importations extérieures qui pourraient lui faire de la concurrence. Un pacte est alors scellé. La Société des brasseries du Gabon est née. Castel obtient un quasi-monopole de fait avant même d'avoir posé la première brique. Le modèle gabonais devient le prototype. Dès qu'il fait des bénéfices au Gabon, Castel ne rapatrie pas en France pour s'acheter des châteaux. Au contraire, il le réinvestit immédiatement chez le voisin. Il duplique le modèle. Kinshasa, Abidjan, Douala. À chaque fois, la méthode est la même. Proximité avec le pouvoir, création d'une marque locale forte qui flatte l'identité nationale, comme au Gabon avec la Régab, la Gazelle en Côte d'Ivoire ou la Bock au Sénégal. Il ne cherche pas à être le meilleur au monde, il cherche à être le seul sur place et à verrouiller le marché. À la fin des années 80, Castel n'est plus un petit négociant bordelais. Il est devenu un acteur industriel incontournable en Afrique francophone. Avoir des usines, c'est bien, mais en Afrique, le plus grand défi, c'est la logistique. Si vous devez importer vos bouteilles vides d'Europe, vous transportez du vent et vous payez une fortune. Si le prix du sucre explose, votre marge disparaît. Castel comprend que pour sécuriser son empire, il ne doit dépendre de personne. Il lance une stratégie d'intégration verticale obsessionnelle. Il ne se contente plus de brasser mais rachète des verreries comme avec la Socaver et investit dans le sucre via la Somdia pour contrôler sa matière première. Il déploie ses propres réseaux, construit ses propres garages pour réparer ses propres camions. C'est le système Castel, de la terre au vert. Chaque centime dépensé doit finir dans sa poche. Mais en 1990, il en veut toujours plus. Et en face de lui, un monstre sacré. Un vestige colonial intouchable, la BGI. Pour les banques, la BJ est trop grosse, trop chère, trop complexe. Et surtout, Pierre Castel n'est personne, juste un petit négociant bordelais, un parvenu. Tandis que les banques hésitent, Castel fait tapis. Il hypothèque 30 ans de construction sur un seul coup de poker. Si l'intégration échoue, tout s'écroule. Mais il signe. Du jour au lendemain, il ne rachète pas juste des parts de marché. Il avale le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et vient de s'offrir un monopole en Afrique francophone. Avec cette taille critique et ce marché gigantesque, Castel attire l'attention des prédateurs mondiaux. Les Américains de Coca-Cola observent l'Afrique. Ils veulent vendre leur soda partout. Mais Coca-Cola
Coca-Cola a un problème. Ils savent faire du marketing, mais ils ne savent pas gérer des camions sur des pistes en terre battue. Castel, lui, a les camions et les frigos dans les villages les plus reculés. Un concurrent peut avoir la meilleure boisson du monde, mais s'il n'a aucun moyen de la transporter, il se heurte à un mur. Sachant ça, au lieu de se battre avec Coca-Cola, il leur propose un deal. Devenir l'embouteilleur officiel de Coca-Cola dans une douzaine de pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Une alliance improbable se forme alors. C'est un coup de génie logistique. Le même camion qui livre la bière livre désormais le coca. Les coûts de transport sont divisés par 2, la rentabilité explose. Castel se rend indispensable à la marque la plus puissante du monde. Malgré tout, il reste un dernier ennemi, le géant de la bière anglo-saxon, SABMiller. SABMiller domine l'Afrique du Sud et l'Est. Castel domine l'Ouest et le Centre. Il commence alors à se faire la guerre aux frontières. Les prix baissent, les marges souffrent. Pierre Castel rencontre les dirigeants de SABMiller en 2001. Il leur tient à peu près ce langage. Si on se bat, on perd tous les deux de l'argent. Si on s'allie, on tient le continent. Il signe un deal, un échange d'actions et un partage territorial strict. SABMiller ne touche pas à l'empire francophone de Castel. Castel ne touche pas à l'empire anglophone de SABMiller. C'est un Yalta de la bière. Le continent est verrouillé. Plus personne ne peut entrer. Le système est parfait, bien huilé, invincible. Toute forteresse finit par avoir un problème que l'argent ne peut pas résoudre. Le temps. Pierre Castel a 97 ans. L'homme qui a construit cet empire à la force du poignet doit passer la main. Le problème, c'est que le système Castel repose sur l'homme, sur ses réseaux et sur ses secrets. Comment transmet-on un tel héritage? En 2023, une page se tourne brutalement. Pour la première fois, ce n'est pas un Castel qui prend les rênes opérationnelles, mais un gestionnaire, Grégory Clair. Le message est clair, l'époque des arrangements est terminée. L'empire doit sortir de l'ombre pour survivre aux normes internationales, aux banques compliance et aux fiscaux de plus en plus curieux. On passe de la gestion patriarcale à la gestion tableau Excel. Mais rationaliser un empire construit sur l'affect et le secret comporte un risque immense, celui que tout s'écroule. Le patriarche s'éloigne et quand le chat n'est plus là, les souris dansent ou les loups entrent dans la bergerie. Au milieu de tout ce chaos, 2 vieilles affaires refont surface. La première concernant la structure même du groupe. Les enquêtes journalistiques sur les Pandora Papers et les Paradise Papers ont révélé un réseau complexe de holding. Si le groupe produit en Afrique, une partie de la chaîne de valeur remonte vers des juridictions à fiscalité avantageuse comme le Luxembourg, Malte ou Gibraltar. Selon les rapports de l'ONG Oxfam, ces mécanismes d'optimisation fiscale permettent de déplacer des profits réalisés sur le continent vers des holdings européennes. Plus grave encore, le dossier centrafricain. En 2021, l'ONG The Century a publié un rapport d'enquête sur la filiale sucrière du groupe, la Sombia. Le rapport allègue qu'un accord aurait été passé entre la sucrerie de Bangui et des groupes armés rebelles pour sécuriser l'usine et les plantations. Le premier coup de tonnerre éclate là où personne ne l'attendait. Depuis 25 ans, Castel et Coca-Cola formaient le couple le plus puissant d'Afrique. Castel embouteillait le soda américain, Coca profitait des camions français. Une symbiose parfaite, une machine à cash de plusieurs milliards de dollars. Mais en 2022, la rupture est consommée. Brutale, sèche. Coca-Cola claque la porte. Pour n'importe quelle autre entreprise, perdre la licence Coca-Cola et toutes ses marques serait un arrêt de mort. C'est voir ses usines tourner à vide, mais Castel réagit avec une arrogance magnifique. Il ne cherche pas à retenir l'américain, il décide simplement de le remplacer. Il lance World Cola, sa propre marque, son propre goût, ses propres marges. Le pari est fou. Faire croire aux consommateurs africains que ce nouveau soda vaut l'original, simplement parce qu'il est disponible dans le frigo du coin. C'est le test ultime de la forteresse. La puissance logistique peut-elle vaincre la puissance de la marque? Castel remporte une victoire décisive sur un autre flanc, le Cameroun, le terrain de jeu le plus violent d'Afrique centrale. Depuis des décennies, le géant britannique Diageo tentait d'imposer sa Guinness face aux bières Castel. Ils ont tout essayé, le marketing, les prix, les promotions, mais ils se sont cassés les dents sur une réalité physique. La route. Transporter des bouteilles au Cameroun est un enfer logistique que seul Castel maîtrise. Mais que fait Diageo? Ils font l'impensable. Ils vendent leur filiale. À Castel, l'ennemi ne s'est pas contenté de gagner. Il a racheté le combattant d'en face. C'est la preuve absolue que le système fonctionne encore. Si vous ne pouvez pas battre la logistique Castel, vous finissez par devenir soit un client Castel, soit une partie de l'empire. L'empire Castel n'est pas mort. Il est immense, riche
et puissant. Son empire a survécu à d'innombrables controverses, mais il est toujours là, même s'il est entré dans l'ère de la vulnérabilité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like et regardez la suivante.